Dans la législature congolaise, la nationalité est une et exclusive. Pourquoi cette particularité en cette période de mondialisation? Cela présente-t-il, oui ou non, des avantages pour le Congolais? L'Info en ligne des Congolais de Belgique a organisé le samedi 24 mai 2019 au Presse Club Bruxelles Europe une conférence animée par deux éminents juristes congolais et professeurs à l'université de Kinshasa notamment. Samutondi Ikomba, orateur principal qui s'est appuyé dans sa communication sur son dernier livre intitulé « Le droit du sol souple ». Professeur Bakandeja modérait l'événement. Chers invités, chers amis de la presse, avant toute chose, l'Info en ligne de Congolais de Belgique vous remercie d'être venu à cette conférence de débat, conférence de presse aussi. Et en 1997, avec l'arrivée de l'AFDEL au pouvoir, les Congolais ont été de plus en plus confrontés à la présence dans les institutions de personnes qualifiées de nationalité douteuse. 20 ans après, c'est le problème de nationalité qui a pratiquement empoisonné la vie politique congolaise. En dehors des étrangers des pays limitrophes qui se disent congolais, il y a maintenant tous les milliers de Congolais qui se sont exilés et qui ont pris une autre nationalité. Que dit la loi congolaise? Ce que dit la loi congolaise est-il à 100% profitable et au Congo et aux Congolais? Pour répondre à cette question brûlante, l'Info en ligne des Congolais de Belgique a invité le professeur Samutondi Ikombe, qui est devant vous, afin d'en parler dans la foulée de l'apparition de son livre Le droit du sol souple, solution pour une nationalité objective en droit congolais. Publié ce livre-ci. Et donc il rebondira à partir de ses écrits pour cette conférence. Vous pouvez vous asseoir, hein? Merci. Oui. Et la modération de la conférence sera assurée par le professeur Grégoire Bakandeja qui est là, qui est professeur des universités à RD Congo, au Congo-Brazzaville, en France, en Belgique, et doyen honoraire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Professeur, vous pouvez vous asseoir. Hein? Et en passant, il fut aussi ministre, il fut parlementaire, donc il a plusieurs casquettes. Juste une disposition pratique. Nous avons 1 heure d'échange. Après les communications, lors des échanges, la parole sera donnée d'abord à la presse. Après, le public interviendra en prenant soin d'être très bref et de ne pas commencer une nouvelle conférence. Sur ce, je laisse la parole au modérateur du jour, le professeur Grégoire Bakandeja. Merci, M. Fissa. Mesdames et messieurs, je voudrais vous saluer et vous dire merci d'avoir répondu à l'invitation qui vous a été adressée par L'Info en ligne de Congolais de Belgique. de Belgique. Je pense qu'avant de parler de l'ouvrage de mon collègue Samutondi, il est intéressant de faire un petit décor pour savoir de quoi nous allons parler et comment nous allons nous comporter pour la suite du débat. Je crois dans l'invitation, je crois qu'il a été précisé, pour ou contre la double nationalité. C'est ça la problématique, pour ou contre la double nationalité. On aurait dû inverser les choses pour dire quel intérêt y a-t-il d'adopter comme principe en matière d'octroi de nationalité le principe de la double nationalité. Comme vous le savez, c'est une question délicate. Je crois que dans le mot d'introduction, il a été signalé que cette question est à la fois politique, mais aussi juridique. Et je pense que lorsqu'on remonte dans l'histoire, parce qu'il faut partir de l'histoire, on va constater que la question de la nationalité a un reflet historique
et également une stratégie politique, très fait historique, parce que tout part de la constitution de l'État indépendant du Congo, qui était une propriété du roi Léopold II, et pour déterminer la nationalité des populations et des groupes qui existaient à la constitution de l'État indépendant du Congo, Léopold II avait pris un décret, le décret de 1892. À la suite de la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique, il y a eu un premier acte, c'est d'ailleurs la première constitution de la République démocratique du Congo, de l'État congolais, donc la charte coloniale. Cette question avait aussi trouvé une solution à travers des textes. Et on est allé jusqu'en 1960, où on a adopté des textes sur lesquels nous allons échanger tout à l'heure en termes d'écriture. Parce que, au-delà du droit qui est posé, c'est une stratégie qu'on doit adopter en raison des problèmes que le pays a connus, et se poser aussi la question de savoir est-ce que le Congo est un pays d'émigration ou un pays d'immigration. S'il est un pays d'émigration, les pays d'émigration ont prédominance à avoir le principe du droit du sang. C'est-à-dire que l'enfant qui naît d'un parent étranger, qui est expatrié, garde des liens avec le pays de l'expatrié, et en ce moment-là, il a automatiquement la nationalité des parents. Si on prend la deuxième option pour dire tous ceux qui sont nés des parents sur un territoire appartiennent à ce territoire-là. Ça fait, c'est le droit du sol, le fait de la résidence. Et c'est cela qui va constituer le thème central de l'exposé, droit du sol souple. Il y aura des distinctions à faire, droit du sol stricto sensu et droit du sol souple, qui signifie simplement qu'il y a quelques conditionnalités qui sont liées à la détermination de la nationalité en partant du territoire sur lequel on se trouve. Et c'est dans ce sens-là que nous pouvons demander à l'invité principal, qui est le professeur Samoutondi, de nous faire une synthèse de son ouvrage intitulé « Le droit du sol souple ». Et à l'issue de son intervention, nous pourrons entrer dans un débat qui nous permettra d'éclaircir tel ou tel point et quelles sont les solutions qu'on peut envisager pour résoudre cette problématique qui est très délicate et qui a posé pendant longtemps et qui risque encore de poser, si la question n'est pas abordée avec beaucoup d'intelligence, créer d'autres problèmes. Et nous allons dire déjà d'emblée que le problème se trouve dans l'écriture de toutes les lois que nous avons adoptées. Ces lois sont adoptées dans des conditions qui ne permettent pas une réflexion solide. Et je crois que le moment est venu, à l'issue des élections qui ont été organisées, et que le pays est en train de retrouver les standards d'un état de droit moderne, que cette question soit résolue en dehors des émotions et de manière intelligente. Voilà, je passe la parole au professeur Samoutondi pour l'exposé. Vous avez peut-être 20 ou 25 minutes d'exposé pour donner la quintessence de vos écrits, et puis on passera à des questions du public. Je n'échapperai pas à ces questions, vous pouvez aussi les adresser à moi-même pour approfondir la réflexion. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le doyen Bakandéja, de cette parole que vous nous passez et surtout de cette brève présentation que vous venez de faire. C'est comme vous l'avez dit, la question de nationalité
reste parmi les questions qui ont traversé des générations dans notre pays. Et cette question nous a posé beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et elle continue à nous en poser jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu cette motivation de mener une étude parce que de plus en plus, nous nous sommes rendus compte que cette question était, disons, abandonnée ou laissée sur la place publique. Et que le fait de l'abandonner sur la place publique, des mots, des paroles, des déclarations étaient posées et qui risquaient d'avoir des conséquences très néfastes pour la stabilité de notre pays et de notre société. Donc il fallait de plus en plus que nous, intellectuels, nous puissions mettre la main à la pâte pour désormais commencer à réfléchir avec des documents à l'appui, des textes à l'appui, et quitter, comme le doyen Bakandé l'a toujours dit, les ghettos en quelque sorte, rentrer avec titre, documents, ouvrages à l'appui et discuter utilement de cette question. Mais avant de prendre donner vraiment l'essence de notre réflexion, nous aimerions quand même poser en pédagogue quelques bases pour nous permettre à tous ceux qui sont là d'être en mesure d'apporter leur contribution lors des échanges, parce qu'il est toujours nécessaire d'élaguer quelques questions de thématiques fondées pratiquement à la compréhension de la question. Donc c'est pour dire que je vais en même temps me comporter comme conférencier et en même temps faire un peu de la pédagogie comme enseignant. La pédagogie m'amène à poser quelques bases sur la question de nationalité pour savoir ce que c'est la nationalité en fait. C'est quoi la nationalité? Parce que c'est par là que nous devons commencer. La nationalité rencontre beaucoup de définitions, beaucoup de données, beaucoup d'éléments, mais de manière générale, par rapport à plusieurs doctrinaires qui sont étalés sur la question, la nationalité est définie comme étant un lien qui rattache un individu à un état donné. C'est le lien de rattachement d'un individu à la population constitutive d'un état. Donc c'est l'état qui gère la question de nationalité. Pour être membre d'un état, pour être sujet d'un état, il faut être national de cet état. Et c'est au travers de la nationalité qu'on a attribué ce lien qui est en même temps un lien spirituel, un lien d'esprit, qui rattache une personne à la population constitutive d'un État. Et lorsque nous allons vers les constitutionnalistes, ils vont nous dire que la nationalité, en fait, c'est ces rapports invisibles qui lient un individu à un État. Pour que l'État puisse exister, il a besoin d'un territoire, il a besoin d'une population, il a besoin d'une souveraineté. Pour ceux qui ont fait les études de droit savent que ce sont les trois éléments importants pour qu'on puisse parler de l'État au vrai sens du mot. Donc l'État ne peut pas exister, disons, sans la population. Et cette population est rattachée à cet État par la nationalité. Donc on est sujet d'un État parce qu'on est national de cet État. Et donc en quelque sorte, la population appartient à l'État. Et donc la population peut dire aussi que l'État lui appartient. Donc c'est comme ça que l'État, un peuple ou un individu peut se réclamer l'État, tout comme l'État peut réclamer un individu en usant de la protection diplomatique pour assurer la protection de cet individu partout où il se retrouve. Donc un Congolais qui est au Congo, qui est en dehors du Congo, peut bénéficier de la protection du Congo parce qu'il est sujet du Congo et que l'État a l'obligation d'assurer sa protection, de le suivre partout où il est lorsqu'il est en danger et d'assurer cette protection. Et comment on acquiert la nationalité? Un deuxième élément, on l'acquiert soit par origine, soit par acquisition. Donc le terme acquérir n'est pas tellement bien posé, mais comment la nationalité s'attribue? Parce que lorsqu'on parle de l'acquisition, on voit cette nationalité qu'on a postérieurement à l'origine, c'est-à-dire qu'on a à la suite d'un effort fourni pour effectivement l'avoir. Mais il y a cette nationalité qu'on a d'origine par rapport aux lois établies, et ces lois qui consacrent la nationalité d'origine posent dans presque tous les États du monde des principes. Nous avons la nationalité par le sang et la nationalité par le sol. On a la nationalité d'un État, soit par le sang, ce qu'on appelle la nationalité par filiation, c'est qu'on est descendant d'un père ou d'une mère qui a cette nationalité, qui vous la transmet par son sang, ou on a la nationalité d'un État par le sol, soit on est né sur le territoire de cet État. C'est ce qu'on appelle dans le jargon juridique les ius sanguinis, les droits du sang,
et les ius soli, les droits du sol. C'est là même le thème de notre ouvrage, les droits du sol. Et donc, on est originaire national par origine d'un État parce qu'on est descendant d'un père qui a cette nationalité, ou on est descendant d'une mère qui a cette nationalité. Par le sol, on peut aussi être national originaire de l'État parce qu'on est né sur le territoire de cet État. C'est ça le droit du sol, le fait de naître sur le territoire d'un État. Si la législation ou la loi de cet État donne la possibilité à un individu qui est né sur le sol d'un État d'avoir cette nationalité, eh bien la personne peut l'avoir par le sol. Qu'en est-il de l'état de notre législation? Je vais poser un peu pendant 5 ou 10 minutes ces concepts pour que nous puissions maintenant être en mesure disons, d'aborder cette question, toutes les autres questions qui vont être posées. Les droits congolais de la nationalité existent depuis que l'État congolais est devenu État. Nous sommes là en 1885, où, avec la création de l'État indépendant du Congo, bien avant, l'État au sens de l'État n'existait pas. Et donc nous avons par exemple en 1482, excusez-moi, où il y avait des tribus, des clans qui étaient établis sur les sols. Mais ces clans existaient, mais il n'y avait pas la nationalité au sens juridique comme nous l'avons aujourd'hui. Mais cette nationalité existe au sens juridique depuis que l'État indépendant du Congo, comme le doyen Bakandé, je l'ai dit, a été créé. Depuis la création de l'État indépendant du Congo. Et depuis cette période, nous avons connu une armature de textes législatifs qui se sont succédés, qui nous amènent pratiquement au-delà d'une dizaine. Et le tout premier texte sur la nationalité que notre pays a connu, c'est le décret du 27 décembre 1892. C'est le décret le plus long que notre législation a connu. Et ce décret nous a amenés jusqu'au 18 mars 1965, déjà au-delà même de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Ce décret a posé les plus grands principes, bien qu'il était calqué sur la législation belge, et a posé les plus grands principes de nationalité en droit congolais. C'est au regard de ce décret que la législation congolaise a été conduit toute cette période, bien qu'à la veille de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, il y a eu la loi fondamentale qui est arrivée en 1964, il y a eu les différentes lois qu'on a essayé de prendre pour ménager cette question de l'appartenance des Congolais à la nationalité congolaise ou de leur appartenance à la nationalité belge, parce que nous devons savoir que pendant un moment, après l'État indépendant du Congo, il y a eu l'annexion de notre pays à la Belgique. Et pendant cette période d'accession du Congo à la Belgique, nous sommes en 1908, de 1908 jusqu'à la veille de l'indépendance, le Congo était annexé à la Belgique et nous étions devenus sujets belges et non pas citoyens belges pendant cette période. Tous nos ancêtres, tous nos contemporains à cette époque étaient devenus sujets belges, mais avec des lois appliquées au Congo qui étaient pratiquement des lois calquées au Congo. Donc cette loi de 1892 est la loi la plus importante sur la question de nationalité en droit congolais. Et la loi de 1892 a subi une petite modification, je pense au lendemain déjà de sa promulgation, qui nous a amené la charte coloniale. C'est cette charte coloniale qui a fait que les Congolais deviennent pendant cette période belges, sujets belges, et non pas citoyens congolais. Ils sont devenus sujets belges parce que désormais, il fallait se conformer à ce que la Belgique posait comme principe de nationalité pour se revendiquer être congolais. Et dans cette loi, il y a des éléments qui ont attiré notre attention par rapport aux deux conditions que nous venons de relever. La première condition, les droits du sang et les droits du sol. Dans cette loi, pour être congolais, il fallait être né d'un père congolais et sur le sol congolais. Donc on avait l'application de ce qu'on appelait le double droit du sol. Donc il fallait naître sur le sol congolais d'un père congolais pour être congolais. Autrement dit, si on naissait sur le sol congolais, non, d'un père congolais, mais en dehors du territoire congolais, on n'était pas congolais. Donc on appliquait de manière cumulée les deux principes. Ce qui fait que l'acquisition de la nationalité pendant cette période était très très stricte et rigoureuse. C'est que, vous savez, il fallait réunir les deux conditions. Et cela n'a pas tardé à révéler les conséquences ou les inconvénients liés à ces principes, parce qu'il y a les indigènes qui étaient immatriculés,
qui pouvaient aller au-delà de la région pour y faire les travaux, au Rwanda, au Burundi, et avoir des enfants là. Ces enfants, par le fait qu'ils étaient nés en dehors du territoire congolais, n'étaient pas considérés comme congolais. Ce qui fait qu'un parent congolais pouvait en même temps avoir les enfants congolais et les enfants étrangers, le fait qu'il les ait en dehors du pays. C'est l'une des grandes faiblesses de cette disposition et de cette loi de 1892 qui consacrait l'application stricte, l'application rigide du principe du droit du sol. Il fallait combiner les deux pour être congolais. Et c'est ainsi que, devant cette faiblesse, la charte coloniale va venir et adapter un peu les choses, réorganiser les choses. Elle va réorganiser les choses, faire en sorte que ce ne soit pas seulement le fait de naître sur des parents congolais et sur le sol congolais qui faisait de nous Congolais. Il fallait passer par d'autres procédures de déclaration à l'état civil pour démontrer que cet enfant est issu d'un parent congolais. Il doit donc droit à avoir la nationalité congolaise et non pas d'avoir une nationalité étrangère. C'est dans ce sens que, malgré quelques faiblesses contenues dans cette loi, elle a démontré vraiment sa force. C'est comme ça que c'est la seule loi, jusqu'à preuve du contraire, qui a résisté parce qu'elle était fondée sur des bases solides. Effectivement, c'était une loi qui était calquée pratiquement sur la législation belge, la législation belge de nationalité. Et après ça, nous arrivons à l'indépendance. Lorsque nous accédons à l'indépendance, nous prenons la loi, comment nous avons appelé les 64, la loi fondamentale. La constitution de Luabo. La loi fondamentale, c'était juste, je pense, quelques semaines avant l'indépendance. Le 19 juin 1960, c'est ça. Et puis il y a eu aussi une autre loi le 17 mai 1960. Ce sont les lois qui ont précédé au fait l'indépendance, qui essaient en train d'aménager un peu la situation. Mais il a fallu attendre la constitution de Luabo pour poser les premiers principes de nationalité. Parce que là, lorsque nous remontons à la loi de 1892 à laquelle nous venons de faire allusion tout à l'heure, cette loi déjà à l'époque, parce que c'est là le mot de toutes les questions qui se posent actuellement, consacrait les principes de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise. Déjà à l'époque, on ne pouvait pas détenir la nationalité congolaise concurremment avec une autre nationalité, dans la conception du législateur de 1892. Mais sans bien le dire clairement, de manière implicite, lorsque nous lisons la charte coloniale, nous nous rendons compte que le législateur de 1892, au travers de la charte coloniale, avait de manière implicite accepté la double nationalité. Donc, la question de double nationalité, si un jour nous arrivons à emboîter les pas des autres en optant pour la double nationalité au Congo, ça ne sera pas la première fois, parce que le Congo a déjà vécu l'expérience de la double nationalité avant l'accession avant notre accession à l'indépendance. Ce qu'il était dit à la suite des abus ou de cette faiblesse que je venais de dégager, qui était contenue dans la loi de 1892, il était dit que un enfant, un Congolais qui allait à l'étranger sans avoir dit à l'autorité administrative qu'il allait pour ne pas revenir, restait soumise à des obligations comme citoyen congolais. C'est qu'un Congolais pouvait quitter le Congo, aller s'installer ailleurs. S'il n'a jamais dit à l'autorité administrative qu'il partait définitivement, il restait connecté, il restait soumis aux obligations comme citoyen congolais. Autrement dit, il pouvait aller ailleurs, acquérir d'autres nationalités, mais tant que lui-même n'avait jamais dit à son administration ou à l'administration coloniale que je renonce à ma nationalité congolaise, je renonce à mes obligations en tant que Congolais, paiement des impôts et consorts, il restait assujetti à des obligations comme Congolais. Donc c'était à la suite de notre expertise, nous avons compris que c'était une forme de double nationalité qui était consacrée de manière implicite, même si le législateur n'avait pas dit clairement que la double nationalité était fondée, mais c'était une façon de comprendre autrement que quand quelqu'un doit demeurer assujetti à ses obligations en tant que Congolais, même s'il n'est plus sur le sol congolais, cela voulait dire qu'il était toujours considéré comme étant Congolais. Et là, ce sont les fondamentaux qui ont été posés par la charte coloniale.
nous accédons à l'indépendance, la question se pose. Parce que là, on s'est dit il faut rapidement essayer de faire table rase des dysfonctions qui nous ont été léguées par les colonisateurs. Nous sommes un État indépendant, souverain. Le moment est venu, il faut revoir l'arsenal législatif, l'adapter à nos réalités. Et en ce moment, en 64, nous avons la première constitution qui reconduit effectivement les principes de l'unicité et de l'exclusivité de la nationalité congolaise, en 1964, et qui va se faire suivre par une loi que nous considérons d'ailleurs comme la loi la plus importante du 18 mars 1965. Et c'est cette loi qui va légiférer avec forte détail sur la question de nationalité. Et la loi en question va dire que, va poser un principe du droit du sol qui nous a beaucoup plus intéressés, en disant qu'un Congolais Congolais, toute personne qui appartient à une ethnie posée sur le territoire congolais au 18, je ne sais pas la date précisément, disons en novembre 1908, avant novembre 1908. Quand nous voyons la date de novembre 1908, c'est la date de la création de l'État indépendant du Congo. Donc, tout juste, toute personne qui appartenait à une ethnie, une tribu, établie sur le territoire congolais, avant la création de l'État indépendant du Congo, selon les législateurs de 1964, selon la loi de 1965, était considéré comme Congolais d'origine. Donc c'est comme ça que les choses vont être posées dans cette loi. Et ça va nous accompagner jusqu'aux tumultes qui vont se créer à la veille de l'année 71, parce que c'est là qu'il y a eu des plus grands soucis de nationalité ont commencé à se poser dans notre législation. À la veille de 71, il y a des élections législatives qui allaient être organisées sur l'étendue du territoire national après la prise du pouvoir par les Brachad Mobutu. C'était les premières élections. Et certaines personnes ont voulu profiter de cette situation qui était vraiment très, très sensible pour essayer de rejeter ou renier la qualité de Congolais à certaines personnes. Ça va nous créer un peu la situation de l'Est du pays, j'insiste là-dessus. C'est une situation qui dure depuis très longtemps, qui a posé trop de problèmes, qui a fait que les ressortissants ou les ressortissants de Massissi qui étaient installés à cette époque vont se voir être reniés la qualité d'électeur. C'est qu'on dit que vous n'allez pas élire parce que vous n'êtes pas Congolais. À cette époque, vous n'avez pas qualité de Congolais, on ne va pas vous attribuer la carte d'électeur, vous n'avez pas droit d'élire, vous n'avez pas non plus le droit d'être éligible. Comme ce sont des transplantés, vous savez, des personnes transplantées qui ont été amenées au Congo pour des raisons agricoles à cette époque, là les points de vue sont divergents, là je donne mon point de vue, amenées à l'époque pour des raisons agricoles, qui ont trouvé cette terre dans laquelle ils étaient installés, ils étaient surpris de voir, on leur dit que vous n'êtes pas Congolais, vous n'êtes pas éligible et vous ne pouvez pas non plus élire. Et on leur a privé de la carte d'électeur. À cette époque, ça a créé des problèmes et une commission à l'époque a été créée. Cette commission a été dirigée par le feu Mandrandel, pour ceux qui connaissent l'histoire du Congo le savent, et sanctionnée par un rapport. Et c'est ce rapport qui a poussé le maréchal Mobutu à prendre la loi de 71, qui va attribuer la nationalité de manière collective à tous ces habitants de Massis. Dire qu'ils sont tous devenus Congolais. Et là, vous voyez le contexte dans lequel cette loi est prise, qui n'avait qu'un seul article, sans les dispositifs, sans beaucoup de motivation, un seul article, c'était effectivement pour répondre à cette attente. Et cette loi n'aura pas long feu, parce que déjà en 72, elle va être modifiée par une autre loi. Là, nous avons un décret de 71, le 72, on va prendre une autre loi pour modifier celle-là immédiatement, parce qu'un grand problème s'était posé déjà. Il y en a qui n'ont pas été contents par le fait qu'on a reconnu la nationalité de manière collective à un groupe de personnes, parce que, des principes, la nationalité est un droit individuel, chacun doit la mériter, chacun doit la demander, et non seulement ça, il y en a qui étaient emballés parce qu'il n'était pas aussi établi que toutes ces personnes avaient accepté de recevoir cette nationalité. D'autant plus qu'il n'y avait pas un recensement qui a été fait. Ça a créé un peu de mécontentement, ce qui va nous amener immédiatement à la loi de 1972, qui sera un peu plus détaillée que celle-là, en revoyant cette attribution collective, en revoyant certains critères, et la théorie est très abondante pour vous épargner
de tout ça dans cet ouvrage, sur ces différentes questions, tout ce qui a milité à la conception de ces deux lois. Et ce sont ces deux lois qui, en quelque sorte, si je peux me le permettre, nous ont plongé un peu dans le chaos. Et là, ça m'amène directement à poser un mot sur un thème que je mets dans l'ouvrage, solution pour une nationalité objective. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, lorsque nous avons été, ou le législateur a été amené à concevoir une loi sur la nationalité, il s'est beaucoup plus fondé sur des critères subjectifs. Au lieu de voir des situations, il a voulu régler des cas qui sont passagers, et aussitôt ces cas passés, la loi n'avait plus son sens. Donc, vouloir attribuer la nationalité de manière collective, parce qu'il y avait un conflit pendant un moment suspect, cette loi n'a pas eu long feu parce que ça a créé plutôt de mécontentement. Et d'autres, dans la lecture de la loi de 112, qui a essayé de corriger les quelques erreurs qui étaient contenues dans la loi de 71, vont dire que, bon, comme on a pris la loi de 72, c'est que la loi de 71 est abrogée. Tous ceux qui avaient eu la nationalité de manière collective en 71 ne sont plus congolais. Donc, voyez un peu cette confusion. Donc, ils ne sont plus congolais parce que la loi de 112 est revenue là-dessus. Et ça va créer encore des remous. Donc, nous sommes allés de remue en remue parce que chaque fois, nous avons toujours eu tendance à vouloir régler des cas particuliers. Et ça, c'est ce que nous reprochons au législateur congolais depuis qu'il a commencé à se mettre à cette œuvre. Et nous allons, devant cet imbroglio, tomber dans la loi de 1981, laquelle d'ailleurs va essayer encore davantage de durcir les conditions. Parce qu'en 81, devant les pressions pour ou contre, on va se dire, bon écoutez, on va durcir les conditions. On prend alors la loi de 1981 sur la nationalité, et c'est cette loi qui va durcir les conditions de naturalisation. D'ailleurs, elle va instaurer la grande et la petite naturalisation. Pour devenir congolais, il fallait passer par la petite naturalisation avec autant d'années d'attente. La grande naturalisation avec une procédure très complexifiée, ce qui a rendu encore la tâche très dure, mais elle est quand même revenue sur la date de la nationalité par le sol, parce que toutes les lois ont la particularité d'avoir tourné autour des dates sur les droits du sol. C'est tantôt on est en 1908, tantôt on remonte à 1885, tantôt on remonte au 30 juin 1960, tous ceux qui sont établis, qui appartiennent aux ethnies, établis sur les sols congolais, en 1930 et 1960, 1908, 1885, et tout ça, à chaque fois il y avait des mécontents qui n'ont pas accepté que les choses se passent comme ça, et les personnes ont encaissé de 1981 jusqu'en 1997. Au fait, la guerre des dites de libération a été toujours considérée comme des libérations parce qu'on a dit qu'il fallait chasser Mobutu. Il a traîné, c'est un dictateur. Mais nous pensons, moi personnellement, j'ai toujours pensé qu'en dehors de cette question de l'alternance au sommet de l'État, il y avait la question de nationalité qui était cachée. Parce que lorsqu'on va à Sun City, lorsqu'ils vont à Sun City, vous savez que cette question a été inscrite parmi les questions qui devaient être traitées en priorité. Et d'ailleurs, en 1999 déjà, on revient sur la loi de 1981 en essayant d'harmoniser par rapport à la date des droits du sol. Mais cela n'était pas encore suffisant. Il fallait que les partis de Sun City ressortent les motivations profondes pour revoir cette loi de 1981. Selon tous ceux qui ont assisté à ces assises, ils ont démontré que cette loi avait créé beaucoup de dégâts. Et qu'il fallait à tout prix l'amender, l'adapter. C'est ce qui va accoucher de la loi du 12 novembre 2004 que nous avons jusqu'aujourd'hui, la loi relative à la nationalité congolaise. C'est la toute dernière loi que nous avons actuellement en vigueur en droit congolais. La loi relative à la nationalité. Et c'est cette loi qui pose les principes actuellement en vigueur. C'est là que je vais, monsieur le doyen, avoir quelques minutes, si vous le permettez, pour maintenant décortiquer la loi actuellement en vigueur. Mais tout en soulignant déjà que cette loi de 2004 pèse déjà par le fait qu'elle est antérieure à la Constitution. La Constitution que nous avons date du 18 février plutôt, 2006, et la loi date du 12 novembre 2004.
Et donc déjà, la Constitution, quand vous la lisez à l'article 10, elle dit que la loi relative à la nationalité doit poser tous les autres éléments ou les autres principes de nationalité. Mais cette loi, qui devait être conçue conformément à la Constitution, est plutôt antérieure à la Constitution. Donc il se pose déjà. Dans la législature congolaise, la nationalité est une et exclusive. Pourquoi cette particularité en cette période de mondialisation? Cela présente-t-il, oui ou non, des avantages pour le Congolais? L'Info en ligne des Congolais de Belgique a organisé le samedi 24 mai 2019 au Presse Club Bruxelles Europe une conférence animée par deux éminents juristes congolais et professeurs à l'université de Kinshasa notamment. Samutondi Ikomba, orateur principal qui s'est appuyé dans sa communication sur son dernier livre intitulé « Le droit du sol souple ». Professeur Bakandeja modérait l'événement. Toi, Congolais d'origine. Et quelle est leur situation? Parce qu'il y a des Congolais d'origine, c'est-à-dire la partie Massissi, Rutshuru et Goma, à l'époque, selon sa version, appartenait au Rwanda. Il y a eu un arrangement entre les Belges et les Allemands. On a donné cette partie au Congo et la partie des Shangungu, une partie qui était réservée au Congo, on a donné au Rwanda et au Burundi. Alors, les Rwandais qui habitaient à Goma et Massissi, avec la loi que vous venez de dire, sont considérés comme des Congolais d'origine, des Congolais à 100%. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire ces débats-là pour éclairer l'opinion congolaise et l'opinion internationale à ce qui concerne les problèmes de nationalité? Parce que j'ai une émission maintenant qui s'intitule « Osons dire la vérité positive ». Bon, alors, la vérité scientifique, je réponds rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. La vérité scientifique, c'est que les Congolais qui sont nés avant le 30 juin 1960 sont juridiquement belges. Juridiquement belges. Alors, et d'ailleurs, c'est l'une... Pardon? Il faut le prouver. Non, non, il faut le chercher. Écoutez, juridiquement. Je vous dis, juridiquement, ce sont des Belges. D'ailleurs, il y a un arrêt de la Cour de cassation belge qui date d'une année qui le confirme. Oui. Bon. Mais s'il faut accorder à 80 millions de Congolais à l'architecte belge, personne ne restera au Congo, tout le monde va venir ici. Ça posera un problème aussi de migration. 80 millions ne sont pas... Non, non, On était 14 millions à l'époque. non, non, j'ai dit tout simplement, parce qu'on peut se baser là-dessus pour dire qu'on réclame. Mais les 14 millions, sur les 14 millions, Il y en a qui sont morts. il y a beaucoup qui sont morts, il y a peut-être 2 ou 3 millions qui restent. Donc ce n'est pas un problème. Alors la deuxième question, c'est une question importante, ça fait partie de l'histoire des frontières, etc. On ne peut pas l'aborder au cours de cette émission. Si vous voulez une émission, moi j'ai... Je peux vous aider à avoir des éléments. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a au Congo, parmi les tribus et les ethnies, des Twa et des Hutus qui sont congolais. D'origine. Pas des Tutsis? Des Hutus, des Tutsis, etc. Et des Twa qui sont congolais. Les 3 tribus qui sont au Rwanda ont des ramifications au Congo qui datent d'avant même l'arrivée des Belges. Bon, une dernière question. Allez-y, Adam.
Allez-y, madame. Il est là, il demande la parole. Par rapport à votre intervention, c'est quand même une question extrêmement délicate. oui, parce que bon, soyez bref, parce que dans 10 minutes, on doit libérer la salle. oui, donc je voulais dire, est-ce que c'est la science qui vous empêche de dire que en 1971, la loi qui était passée ressemblait à une manipulation parce que c'était le bureau le cabinet du président de la République et c'était un décret qui n'était pas passé par le Parlement. Donc en 72, ils n'ont fait que corriger les erreurs de cette manipulation. De deux, moi je suis un peu étonnée de toute votre recherche parce qu'elle fait fi du contexte d'occupation dans lequel le Congo se trouve depuis X temps. Et alors quand vous dites qu'il n'y a pas de pression et que le moment est opportun pour régler cette question, je reste assez étonnée. Et alors, le troisième point, c'était de dire, par rapport à cette question, moi, j'ai toujours dit qu'on pouvait maintenir la nationalité d'origine aux Congolais qui changeait, qui acquérait une nouvelle nationalité. Et le problème est résolu en gardant aussi les conditions de la loi de 82. Ceux qui veulent acquérir la nationalité le font dans les règles du pays tel qu'il est établi. Et que c'est assez étonnant qu'on cède aux pressions. Il y a des gens qui ont pris des armes, ils n'ont jamais été punis pour toutes les exactions qu'ils ont commises et qu'on estime qu'ils ont droit à la nationalité. Et quand vous prenez des exemples d'un pays comme les États-Unis, qui est un pays de migration, ces comparaisons... Question. Oui. S'il vous plaît, la question d'ordre. Non, on va ramasser toutes les questions et puis on y répondre. Ça va? Ok. Prenez soin d'être bref. Madame, venez aussi. Ce n'est pas une question, je voulais juste éclairer dans l'antenne par rapport à la question. Moi, après, c'est que tu poses pas la question. S'il vous plaît, oui. Effectivement, on parle de Hutu, Tutsi, toi au Congo. Ils existent, mais il faut faire la différence. Très souvent, on a tendance à globaliser en parlant de Rwandais, mais au fait, il y a une confusion qu'on fait. Avant l'arrivée des Belges, il n'y avait pas ces frontières-là. Les frontières sont venues, c'est à la limite tracé au prorata des intérêts de puissance. Ça fait que vous retrouvez des ethnies qui sont transfrontières. Et les ethnies Hutu, Tutsi, toi vous les retrouvez surtout au Nord Kivu. Mais je vais insister sur un fait. Les Tutsi, quand vous parlez de Banyamulenge, ça c'est une appellation, mais en fait ce sont des Tutsi de Mulenge, et Mulenge c'est au sud Kivu. Alors, eux sont arrivés à un moment donné après les tracés des frontières. S'il vous plaît. Massissi, s'il vous plaît, suivez-moi. On a parlé des transplantés. C'est dans les années avec l'opération MIB en 1935, 36. Oui, non, 34, 39, jusqu'en 39. C'est une partie des Hutus qu'on a pris, du Rwanda vers le Massissi. Mais les Hutus existaient déjà au Congo avant l'arrivée des Belges et notamment dans les Rutshuru. Les Tutsis, une partie dans les Rutshuru existaient et ces Tutsis de Rutshuru sont à différencier avec ce qu'on appelle les Banyamulenge. Les toits existaient. Donc la confusion c'est de dire l'Est lorsqu'on ne maîtrise pas la réalité. Cette confusion, oui. Cette confusion amène à ce qu'on ait de mauvaises conclusions et les lois sur la nationalité. Je vais essayer d'être bref. Première question. Comment la Constitution peut dire que le président doit absolument être d'origine congolaise quand on peut se permettre de retirer à des Congolais d'origine congolaise leur nationalité du fait qu'ils prennent une nationalité? Parce que d'origine, ça veut dire c'est dans ton sang. C'est-à-dire comment on retire ton sang? Tu devrais pas... Vous expliquez, madame. C'est-à-dire une décision administrative. Donc ça, c'est la première question. Alors, bon. Deuxième question. Pourquoi on revient toujours avec le problème de l'Est, des gens qui sont Tutsi ou tout, quand on sait que les Belges, quand ils sont arrivés, il n'y avait pas de tribu Tutsi, il n'y avait pas de tribu Hutu. Tutsi veut dire propriétaire bovin,
et Hutu veut dire propriétaire terrien. Donc, eux ont décidé que ça, c'était des tribus, et il y a vraiment des textes qui disent que, voilà, aujourd'hui, vous devez choisir. Parce que selon les circonstances économiques, justement, les Rwandais avaient l'habitude de dire moi je suis Tutsi, mais le même Rwandais pouvait dire le lendemain dans un comptoir, je sais pas, qu'il était Hutu. Donc pourquoi, pour la nationalité congolaise, on justifie les gens de l'Est et on ne met pas sur la table le fait que les définitions d'ethnie Tutsi et Hutu, on devrait pas, c'est pas des tribus, c'est pas des tribus. C'est-à-dire la troisième question, les journalistes posent une question, la troisième question, j'ai attendu longtemps. La troisième question, c'était pourquoi on n'aborde pas le traité de Berlin. Il y a deux traités de Berlin. Il y a le traité de Berlin avec les frontières de Manon, et il y a le traité de Berlin qui concluait le Rwanda. Et donc voilà, il faudrait peut-être aussi prendre en compte ces trois questions-là. Voilà. Bon, vous répondez en clôture. Hein? Oui. Mais si le temps. Non, mais le temps est fini. Le temps est fini alors. Hein? On peut aller continuer. Il répond, je conclue et puis c'est bon, on prend un verre et puis Madame, suivez. Oui, allez-y. Oh, suivez la réponse maintenant. Mais madame, la question que vous avez posée déborde un peu la thématique d'aujourd'hui. Hein? Elle déborde la thématique d'aujourd'hui. Il faut remonter dans l'histoire pour aller fouiller. Ça fait l'objet d'un autre débat. À la première question que vous avez posée, nous n'avons pas réfléchi en termes de recherche des solutions pour le cas qui concerne les Congolais qui stigmatisent les populations d'origine rwandaise. Nous voulons aborder la question de manière froide parce que le Congo n'a pas que deux frontières. Le Congo a 9 frontières avec plusieurs pays, donc on ne va pas mêler le cas simplement à l'est du pays. Donc moi, je pense que ce sera de cette manière-là. Alors, la question qui a été posée, la question d'occupation. Moi, je ne peux pas prendre... Madame, je ne peux pas vous répondre sur des questions d'occupation, de non-occupation. Moi, je sais que le Congo est occupé par des Congolais. S'il y a des étrangers qui viennent, ça c'est leur problème, mais moi je sais que le Congo n'est pas occupé par des étrangers. Juridiquement parlant. Voilà, nous avons terminé. Oui, je vais conclure. J'ai toujours donné l'exemple du Sénégal. Les Sénégalais ont, dans leur législation, été très clairs. Ils disent la nationalité sénégalaise d'origine ne peut pas être perdue. Donc vous voyez, ils n'ont pas dit qu'il est consacré au Sénégal la double nationalité, mais ils ont dit dans leur loi que la nationalité sénégalaise d'origine ne peut pas être perdue. C'est une autre forme de double nationalité. Donc un Sénégalais peut aller acquérir d'autres nationalités, mais il va garder sa nationalité sénégalaise d'origine. Donc voilà, le débat est trop important, le temps ne nous permettant pas d'aller au fond. Nous mettons à votre disposition l'ouvrage qui est là pour ceux qui voudront. Il y a plusieurs théories, plusieurs informations qui sont contenues ici. Il est vendu en Europe à 30 €, mais il n'est pas encore en bibliothèque, mais c'est pour ça qu'on vous a amené quelques exemples. Nous vous disons merci. Bon, en tout cas, il mérite les applaudissements. Vous avez vu que vous étiez tenus en haleine. Il y en a qui ont même raté leur rendez-vous, qui auraient dû partir bien avant, et qu'on appelle. Donc nous remercions beaucoup le professeur Samutondi Komba. Nous remercions aussi le professeur Bakandeja de s'être prêté à cet exercice de questions-réponses. Comme vous avez vu, c'est des juristes qui sont devant nous, ce n'est pas des politiciens. Donc, souffrez que ceux qui voudraient avoir une interprétation politique attendent quand nous aurons des invités politiciens, avec eux vous pourrez discuter de cette façon-là. Et donc, encore une fois, nous remercions, on va partager un verre. Et je rappelle, l'ouvrage est là. L'ouvrage qui nous a conduit à cette conférence est là. Dès que c'est dans les librairies de Belgique, vous pouvez le commander à 30 €. Même maintenant, il y a d'ailleurs quelques ouvrages ici disponibles. Vous pouvez